Israel Hands. Conformément à nos désirs, le vent tourna à l'ouest. En conséquence, nous pouvions naviguer d'autant plus facilement de la pointe nord-est de l'île jusqu'à l'entrée de la baie du Nord. Mais comme nous n'avions plus d'ancre, et comme nous n'osions pas échouer le bateau tant que la marée n'aurait pas monté davantage, nous avions pas mal de temps devant nous. Le patron de canot m'expliqua ce qu'il fallait faire pour mettre le navire à la cape. J'y parvins après plusieurs tentatives infructueuses. Puis, nous nous assîmes tous les deux en silence devant un autre repas. « Capitaine Hawkins, dit-il, ça me ferait bougrement plaisir si tu descendais dans la cabine pour me chercher une... Il s'aborde, je peux pas me rappeler le nom. Ah oui, Jim, va donc me chercher une bouteille de vin. Cette eau de vie est trop forte pour ma pauvre tête. » L'hésitation du patron de canot me sembla fort peu naturelle. De toute évidence, il voulait me faire quitter le pont, mais je n'arrivais pas à deviner pour quel motif. « Du vin, dis-je ? C'est bon, je vais vous donner du Porto, monsieur Hans, mais il me faudra le temps de le chercher. » Sur ces mots, je dégringolais la descente en faisant autant de bruit que possible, ôtais mes souliers, filais silencieusement le long de la coursive, montais l'échelle du gaillard d'avant et passais la tête hors du capot. Je savais qu'il ne s'attendrait pas à me voir là, mais je ne négligeais aucune précaution. En fait, mes pires soupçons ne se révélèrent que trop justifiés. Hans s'était dressé sur les mains et les genoux, et bien que sa jambe le fit beaucoup souffrir quand il se déplaçait, il traversa le pont assez rapidement. En 30 secondes, il tira d'un rouleau de cordage un long couteau, ou plutôt un court poignard, teinté de sang jusqu'à la garde. L'espace d'un instant, il le regarda d'un air farouche, en avançant la mâchoire inférieure. Puis, après avoir essayé la pointe sur sa main, il le dissimula vivement sous sa vareuse et se traîna de nouveau jusqu'à sa place contre le bastingage. C'était tout ce que je voulais savoir. Israël pouvait se déplacer, il possédait une arme. Donc, s'il s'était donné tant de mal pour m'éloigner, il semblait évident que je devais être sa victime. Naturellement, je ne pouvais dire ce qu'il ferait ensuite. Peut-être essaierait-il de traverser l'île en se traînant depuis la baie du Nord jusqu'au camp du marécage. Peut-être tirerait-il un coup de canon dans l'espoir que ses camarades viendraient à son secours. Néanmoins, j'étais sûr de pouvoir lui faire confiance en ce qui concernait la manœuvre de la goélette, car nos intérêts coïncidaient sur ce point. Nous désirions tous deux l'échouer dans un lieu sûr et abrité, de façon à pouvoir la remettre à flot, quand le moment serait venu, avec le minimum de travail et de risque. J'estimais donc que, tant que cela ne serait pas fait, ma vie ne se trouvait pas en danger. Pendant que je réfléchissais de la sorte, mon corps n'était pas demeuré inactif. J'avais regagné furtivement la cabine, remis mes souliers et pris une bouteille de vin au hasard. Ensuite, je remontais sur le pont. Hans gisait dans la position où je l'avais laissé, affalé sur lui-même, les paupières closes, comme s'il était trop faible pour supporter la lumière. Pourtant, il leva les yeux dès que j'arrivais, brisa le goulot de la bouteille en homme habitué à ce genre d'exercice et avala une bonne gorgée de vin. Tout compte fait, il nous restait à peine 2 milles à parcourir, mais la navigation présentait bien des difficultés. En effet, outre que l'entrée de ce mouillage nord était étroite et peu profonde, elle se trouvait orientée d'est en ouest, de sorte qu'il fallait piloter la goélette avec beaucoup de délicatesse pour l'y faire pénétrer. Je crois que je fus un bon et diligent subalterne, et je suis certain que Hans était un excellent pilote. En effet, après avoir viré à maintes reprises, nous pénétrâmes dans la passe en rasant les rives avec une sûreté et une précision qui faisaient plaisir à voir. « Tiens, me dit Hans, voilà un coin épatant pour faire échouer un bateau, un beau fond de sable fin. Jamais une risée, des arbres tout autour et des fleurs qui poussent sur ce vieux rafio pareil que dans un jardin. » L'agitation provoquée en moi par ces dernières manœuvres avait un peu relâché la surveillance assez étroite que j'avais exercée jusqu'alors sur le patron de canot. J'étais tellement absorbé dans l'attente de l'échouage du navire que j'avais tout à fait oublié le danger suspendu au-dessus de ma tête. Penché sur le bastingage de tribord, je regardais les rides s'élargir sur l'eau devant l'étrave. Peut-être serais-je mort sans avoir pu lutter pour me défendre
si je n'avais pas tourné la tête sous l'effet d'une soudaine inquiétude. Peut-être que j'entendis un craquement et aperçus du coin de l'œil une ombre mouvante. Peut-être que j'obéis à un instinct semblable à celui des chats. Toujours est-il que, en me retournant, je vis Hans à mi-chemin entre le bastingage et moi, son poignard à la main. Nous dûmes hurler tous les deux à la fois quand nos yeux se rencontrèrent, mais alors que je poussai un cri aigu de terreur, lui beugla comme un taureau furieux en train de charger. Au même instant, il fonça en avant et je bondis de côté vers le bossoir. Ce faisant, je lâchai la barre qui se rabattit brusquement vers bâbord. Je crois que cela me sauva la vie car elle frappa Hans en pleine poitrine, l'arrêtant net, momentanément. Avant qu'il se fût remis du choc, j'étais sorti du coin où je me trouvais acculé, et j'avais devant moi toute l'étendue du pont où je pouvais facilement esquiver mon adversaire. Arrivé au pied du grand mât, je m'arrêtai, tirai un pistolet de ma poche, visai avec le plus grand sang-froid et pressai la détente. Le chien s'abattit, mais il n'y eut ni éclair, ni détonation. L'eau de mer avait rendu l'amorce inutilisable. Je n'avais pas le temps de me servir de mon autre pistolet, en vérité je n'y tenais guère, car j'étais sûr que lui aussi serait inutilisable. Ce que je voyais clairement, c'est que je ne devais pas me contenter de battre en retraite devant lui, sans quoi il aurait vite fait de m'acculer à l'avant, comme il avait failli m'acculer à l'arrière quelques instants plus tôt. Voyant que j'avais l'intention de m'esquiver, il s'arrêta à son tour. Pendant quelques instants, il esquissa 2 ou 3 feintes auxquelles je répondis par des mouvements appropriés. Les choses en étaient là quand, soudain, la goélette toucha le fond, chancela, racla le sable l'espace d'un instant, puis, d'un seul coup, se coucha sur bâbord. Renversés en une seconde, nous roulâmes tous les deux presque ensemble sur le pont, où le cadavre rigide de l'homme au bonnet rouge, les bras toujours écartés, dégringola à notre suite. Je fus le premier sur pied, Hans s'étant empêtré dans le cadavre d'O'Brien. La brusque inclinaison du navire m'interdisait de courir sur le pont. Il me fallait trouver un nouveau moyen de fuite. Je bondis dans les haubans d'Artimon, grimpai main sur main à toute allure et ne repris haleine qu'une fois installé sur les barres de hune. Ma promptitude me sauva. Le poignard se ficha à moins d'un demi-pied au-dessous de moi tandis que j'effectuais mon ascension. Israël Hans resta sur place, la bouche ouverte, de la surprise et de la déception. Après avoir nettement hésité, il se hissa lui aussi lourdement dans les haubans, et le poignard entre les dents, il commença une ascension lente et pénible. Il lui fallut un temps infini et force gémissements pour traîner sa jambe blessée. J'avais paisiblement terminé tous mes préparatifs, qu'il lui restait encore à parcourir plus des 2/3 du trajet. Alors, tenant un pistolet dans chaque main, je lui parlais en ces termes. Un pas de plus, monsieur Hans, et je vous fais sauter la cervelle. Il s'arrêta aussitôt. D'après ses jeux de physionomie, je compris qu'il essayait de réfléchir à opération si longue et laborieuse que, fort de ma sécurité retrouvée, j'éclatai d'un rire bruyant. Après avoir avalé sa salive 1 ou 2 fois, il se décida enfin à parler, son visage conservant toujours la même expression d'extrême perplexité. Afin de parler, il dut retirer son poignard de la bouche. « Jim, dit-il, je crois bien qu'on est salement engagés, toi et moi. Il va falloir qu'on signe un traité. J'aurais eu ta peau sans cette fichue embardée. Mais j'ai jamais eu de veine dans la vie, pour sûr. » Tandis que je buvais ces paroles en souriant, fier comme un coq perché sur un mur, il rejeta soudain sa main droite en arrière par-dessus son épaule. Quelque chose siffla dans l'air comme une flèche. Je sentis un choc, puis une douleur aiguë, et je me trouvai cloué au mât par l'épaule. Sous l'effet de la surprise et de la souffrance, je ne saurais dire que j'agis volontairement, et je suis sûr que je ne visais pas mon ennemi, mes 2 pistolets partirent, puis m'échappèrent des mains. Ils ne tombèrent pas seuls. Poussant un cri étouffé, le patron de canot lâcha les haubans, pour plonger ensuite dans l'eau, la tête la première.